Basé sur une histoire vraie. Chapitre 1. J'étais allongé sur le canapé chez Mike à Brooklyn, fixant le ventilateur de plafond comme si c'était la vue la plus captivante qui soit. Yo, Mike, ai-je murmuré d'un ton misérable. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette déprime. Étant le bon ami qu'il était, Mike m'a tendu une bière, essayant de me remonter le moral en disant « Mec, je comprends. Tina était un sacré numéro. Mais tu ne peux pas laisser ça gâcher ta vie. » Rien que le nom de Tina me donnait la nausée. Elle était la raison pour laquelle je me retrouvais dans cette situation, ayant conçu un enfant alors que nous n'étions que deux gamins naïfs à Queens. Ce n'est pas juste elle, mec, marmonnai-je en prenant une gorgée de bière. C'est aussi Bob, mon propre meilleur ami, couchant avec ma meuf dans mon dos. Mike, toujours en quête de paix, a pris la défense de Bob, semblant autant essayer de se convaincre lui-même que moi. Il ne savait même pas que c'était elle au début, et il s'est senti vraiment mal en apprenant la vérité. Sois indulgent avec lui. J'ai pouffé, c'était tout ce que je pouvais faire. Typique de Mike, cherchant toujours à voir le bon côté des choses. Mais je ne pouvais pas simplement oublier comment Bob m'avait trahi de cette manière. Il était censé être mon complice, mon pote, et pourtant il avait commis la pire des trahisons entre potes. Écoute, je pars à Philadelphie la semaine prochaine pour le mariage de mon cousin, a dit Mike, changeant de sujet. Tu devrais venir, te changer les idées. Open bar, demoiselle d'honneur sexy. C'est exactement ce qu'il te faut. Un cheesesteak de Philly semblait tentant à ce moment-là, et Mike avait raison. Je devais me débarrasser de cette obsession toxique avant qu'elle ne me consume entièrement. D'accord, mec, je suis partant. Mais pas de présentation avec tes cousins bizarres. Ai-je dit, esquissant un sourire pour la première fois depuis une éternité. Chapitre 2. Quelques années plus tard, j'habitais toujours à Brooklyn, mais j'avais maintenant un enfant à élever aussi. Et, papa, je peux avoir des Fruity Pebbles ? A crié Lil Dom depuis la cuisine un matin. Ta mère ne t'a pas laissé de petit déjeuner ? J'ai crié en réponse, plissant les yeux contre le martèlement de la gueule de bois dans mon crâne. Lil Dom est entré en trombe dans le salon, avec ses coudes et genoux osseux à 13 ans. Maman n'est pas là, tu te souviens ? Elle est partie il y a des semaines. C'est vrai, Tina avait finalement mis ses menaces à exécution, faisant ses bagages une nuit et partant pendant que je travaillais en double à l'atelier automobile. Je ne peux pas dire que j'étais dévasté de la voir partir après tout ce qu'elle m'avait fait subir. Désolé, mon pote, laisse-moi m'habiller et on ira manger un morceau, dis-je à Lil Dom, en lui ébouriffant affectueusement les cheveux. Quelques années plus tard, j'avais réussi à remettre un peu d'ordre dans ma vie. J'avais décroché un boulot sympa en tant que géomètre avec mon père, ce qui était drôle, étant donné que je n'avais jamais pensé suivre ses traces. George, par ici. J'ai besoin que tu cartographies cette section, hurla mon père à travers le chantier, en tirant sur l'un de ses cigares bon marché de station-service. Travailler avec le cher vieux papa était une forme unique de torture, mais au moins le salaire était décent, suffisamment pour subvenir aux besoins de ma nouvelle famille, ma femme Victoria et notre fille Jada. Mon Dieu, Vicky était quelque chose. L'argent coulait sur elle comme les hanches de Shakira mentaient. Comment elle s'était retrouvée avec un crétin comme moi, je ne le saurais jamais. Ce que je savais, c'est que son diplôme de la Ivy League ne lui rapportait pas grand-chose du côté de l'intelligence. Tout ce qui impliquait des chiffres ou du bon sens général semblait lui passer largement au-dessus de sa tête parfaitement coiffée. Chérie, je ne comprends vraiment pas ces histoires de déclaration d'impôts, se plaignit-elle, éventant les papiers comme s'il sentait les couches de la semaine dernière. Tu ne pourrais pas t'occuper de ces paperasses ennuyeuses pour moi ? Je soupirai et pris les formulaires, secrètement soulagé d'avoir quelque chose à faire plutôt que de regarder en boucle des rediffusions de The Bachelor. Vicky était certainement exigeante, mais au moins elle mettait du piment dans la chambre à coucher. Chapitre 3. Puis 2020 et la Covid sont arrivés, et tout a dégénéré. Ces premiers mois avec bébé Jada ont été un tourbillon. Vicky et moi étions à bout de souffle, essayant désespérément de tenir le coup. Chérie, je t'ai préparé une omelette, ai-je appelé un matin,
équilibrant un plateau de nourriture en entrant dans la chambre. Avec ces champignons sophistiqués que tu aimes. Vicky était enfouie sous la couette duveteuse, ses boucles châtains éparpillées sur l'oreiller. Laisse juste ça, marmonna-t-elle, sans même ouvrir les yeux. J'ai posé le plateau avec un soupir. Le postpartum n'est pas une blague. C'était comme si ma femme avait été remplacée par une étrangère lunatique et léthargique. Le médecin avait dit qu'être particulièrement soutenant était essentiel, alors c'est ce que j'ai fait de mon mieux. Bonjour, ma petite princesse. Elle chantonnait, en prenant dans mes bras une Jada qui pleurait dans son berceau. Tu as ennuyé ton papa? En la berçant doucement, j'ai respiré ce parfum enivrant de nouveau-né alors qu'elle se calmait contre ma poitrine. Ces moments-là rendaient toutes les nuits sans fin de pleurs, toutes les régurgitations sur ma chemise, valaient la peine. Jongler entre le travail et la famille était une toute nouvelle forme de folie. Je terminais mon travail de géomètre et je filais à la maison, déjà en train de dresser mentalement une liste d'épiceries en chemin. Vicky pouvait brûler de l'eau en essayant de la faire bouillir, donc la cuisine était aussi devenue ma responsabilité. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir, chérie ?» demanda-t-elle d'une voix sucrée alors que je pâchais la porte chargée de sacs. « Du poulet parmigiana, grognai-je, déjà en train de couper des tomates à une main tout en berçant Jada de l'autre. Ne vous méprenez pas, j'adorais m'occuper de mes filles. Mais le rythme effréné commençait à m'épuiser. La thérapie allait devenir une nécessité, pas un luxe, si je voulais garder ma santé mentale. Chapitre 4. Eh bien, en fonction de vos symptômes, je dirais que vous présentez des signes classiques de troubles bipolaires, a déclaré le Dr Klein lors de ma première consultation, en griffonnant sur son bloc-notes. Nous allons commencer immédiatement par des stabilisateurs d'humeur. J'ai acquiescé machinalement, la tête me tournant. Bipolaire? Moi? Je pensais que cela signifiait juste être heureux une minute et déprimé la suivante. Pas. Cette constante anxiété chaotique. Au cours des prochains mois, le traitement a été un enchaînement de tentatives de médication. Les stabilisateurs d'humeur m'ont complètement vidé de mon énergie. Les antidépresseurs m'ont rendu irritable comme jamais. Enfin, le Dr Klein m'a fait asseoir un jour, le visage grave. George, je revois mon diagnostic initial. Je pense maintenant que tu pourrais présenter des tendances au TDAH. Trouble de l'attention? N'était-ce pas réservé aux petits enfants hyperactifs qui ne pouvaient pas rester en place? Mais au fur et à mesure qu'il expliquait, l'incapacité à établir des priorités, l'épuisement, le sentiment écrasant d'être tiré dans un million de directions, tout a commencé à s'éclaircir. En quittant le cabinet ce jour-là avec une nouvelle ordonnance et un plan de traitement, j'ai eu l'impression que peut-être, juste peut-être, je pourrais reprendre le contrôle de cette vie folle après tout. Chapitre 5. Mais ensuite, les choses ont commencé à devenir vraiment étranges avec ma femme. Elle m'accusait de la tromper avec ma thérapeute, ce qui était complètement fou. Et chaque fois que j'allais travailler, elle inondait mon téléphone d'appels, exigeant que je rentre à la maison pour aider avec le bébé. Elle m'a même confié qu'elle se sentait frustrée par notre petit et qu'elle devait résister à l'envie de le secouer. Cela m'a profondément préoccupé. Sa colère était hors de contrôle, et ce n'était pas seulement sur moi qu'elle la déversait. Il y a eu plusieurs fois où elle a agi de manière inappropriée devant ma famille et notre fils. Je me retrouvais à m'excuser à sa place, essayant d'arranger les choses. Mais je ne rentrerai pas dans les détails de tout ce drame. Ainsi, les choses ont vraiment commencé à se dégrader en juillet 2021. Je me suis réveillé à 4 heures du matin au son de ma femme hurlant sur notre bébé de 4 mois. Elle le secouait trop fort pour essayer de le faire dormir. Je me suis redressé, surpris, et j'ai demandé à ma femme de me donner le bébé. Elle avait l'air honteuse, comme si elle avait été surprise en train d'agir. J'ai pris le bébé et j'ai essayé de la calmer, mais je n'arrivais pas à chasser ce qui venait de se passer de mon esprit. Je suis allé travailler ce jour-là, mais l'incident pesait lourdement sur ma conscience. Quand je suis rentré chez moi, ma femme a voulu me confronter à ce sujet, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas m'en occuper à ce moment-là. Tout ce que je voulais, c'était prendre une douche et emmener mon chien chez le vétérinaire.
Mais elle ne voulait pas me laisser tranquille, me suivant dans la maison et me criant dessus. Finalement, je suis sorti, espérant avoir un peu d'espace, mais elle a continué. J'ai essayé de lui parler de ses problèmes de colère, lui disant qu'elle devait s'améliorer. Mais elle a juste fait un pas en avant et m'a giflé. J'étais sous le choc. Je me suis affaissé et j'ai dit « Regarde ce que tu as fait maintenant ». Je suis monté à l'étage et je me suis assis sur les toilettes, essayant de tout assimiler. Mais elle m'a suivi, et au lieu de s'excuser, elle a commencé à justifier ses actes, disant que mes paroles avaient déclenché sa colère car elles lui rappelaient ses propres parents. J'en ai eu assez. Je ne pouvais plus supporter cela. J'ai décidé de sauter la douche et de partir juste pour emmener le chien chez le vétérinaire. Pendant ce temps, elle a contacté ma famille et leur a demandé de l'emmener à l'hôpital pour un traitement. Quand je suis rentré, elle était partie. Elle m'a envoyé un message en disant qu'elle était désolée, et finalement, elle a été diagnostiquée avec des problèmes postpartum. J'ai fait de mon mieux pour lui pardonner et être compréhensif, mais ce n'était pas facile, mec. Les choses étaient relativement normales pendant un certain temps après son retour de l'hôpital. Mais ensuite, après environ 3 jours, elle m'a demandé pourquoi j'étais si renfermé. Je lui ai dit que c'était difficile pour moi de faire face au fait qu'elle m'avait frappé. Et puis elle a évoqué des bêtises d'il y a des années, disant que je lui avais lancé une brosse à cheveux et qu'elle m'avait pardonné. Honnêtement, je ne me souviens même pas que cela s'est produit, mais soudain, cela était utilisé contre moi. J'avais l'impression de devoir m'excuser pour quelque chose que je n'avais même pas fait. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne lui avais jamais réellement lancé cette brosse à cheveux. C'était juste une tactique de manipulation. Chapitre 6. Quelques mois plus tard, la belle-mère de ma femme en Californie est diagnostiquée d'un cancer du poumon. Elle nous propose d'acheter une maison là-bas, et nous sommes ravis. Je veux dire, qui ne le serait pas? C'est la Californie, et mon vieux pote Bob y vit maintenant. En plus, c'est l'occasion de repartir à zéro. Mais ensuite, les choses se compliquent. La mère de mon fils de 13 ans n'est pas exactement enchantée par l'idée de notre déménagement, et je comprends. Je ne veux pas non plus renoncer à être proche de mon enfant. Alors, je commence à reconsidérer toute la situation. C'est là que ma femme intervient, insistant pour que ce soit la décision de notre fils. Elle pense que je devrais lui donner la possibilité de choisir entre vivre avec nous en Californie ou rester avec sa mère. Au début, j'hésite. Je veux dire, c'est une décision assez importante pour un enfant de 13 ans. Mais ma femme insiste, sa mère et son thérapeute sont d'accord avec moi. Tu devrais lui laisser le choix. Alors, je le fais. J'assois mon fils et lui expose tout. Il n'est pas exactement ravi par l'idée de notre déménagement, mais il dit qu'il préférerait rester avec sa mère si nous partons. Et c'est là que les choses deviennent gênantes. Ma femme est furieuse, elle se met à crier sur mon fils depuis l'extérieur de la salle de bain alors qu'il l'utilise. Il monte à l'étage et se enferme dans sa chambre, et je me sens vulnérable. Ensuite, ma femme me blâme, disant qu'elle ne m'a jamais demandé de lui donner le choix. Elle dit « Je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui as fait ça. » J'essaie de discuter avec elle, mais c'est inutile. Alors, les choses se calment un moment. Ma femme peine à obtenir son diplôme de licence, mais elle se fait prendre pour plagiat. Après cela, j'ai commencé à écrire des travaux pour elle et à l'aider pour les examens. Elle obtient son diplôme avec une moyenne d'environ 2,4, ce qui n'est pas génial. Mais ensuite, elle commence à prendre du Prozac, disant que cela l'aidera avec ses problèmes de colère. Et je dois admettre, je pense qu'elle va mieux. Nous commençons à faire tous ces projets, et mon père décide de poursuivre sa licence de géomètre à Los Angeles. Il trouve rapidement un bon emploi, et nous sommes tous assez optimistes. Nous partons tous en Californie fin mars, mais le fils de mon père et moi remontons pour que mon fils puisse terminer l'année scolaire. Ma femme reste à Los Angeles avec notre fille d'1 an, et les choses semblent bien se passer. Je suis même prêt à laisser mon fils rester avec sa mère pour que ma femme soit plus proche de sa famille. J'ai l'impression que nous sommes profondément amoureux et que tout va s'arranger. Mais ensuite, début mai,
Mon père et moi démissionnons de nos emplois et commençons à préparer le déménagement. Mon père fait le long trajet jusqu'à Los Angeles le 6 mai, mais je reste en arrière. Et c'est là que mon monde s'effondre. Le 7 mai, ma femme m'appelle et avoue qu'elle ne m'aime plus. Je suis dévasté. Je suis perdu et en colère, mais quelque chose dans sa façon d'agir est perturbante. Nous sommes ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 3 ans, et c'est difficile à accepter. Ce soir-là, je lui demande si elle veut toujours que je vienne en Californie, et elle me répond « Bien sûr, si tu veux ». Je mentionne notre fille et lui demande ce qui se passera si les choses ne fonctionnent pas entre nous. Elle me dit « Je ne t'empêcherai pas de la voir, mais je reste à Los Angeles avec elle ». Je suis anéanti. Je me tourne vers mes amis et ma famille pour avoir du soutien, et ils sont là pour moi. C'est alors que j'apprends que ma femme me trompe. Elle en a même parlé à une amie par message, et elles m'ont montré les captures d'écran. C'est un coup dur, laisse-moi te dire. Dès que j'ai découvert l'infidélité, j'ai contacté un avocat pour connaître mes options et j'ai entamé la procédure de divorce. Mais les choses ont pris une tournure sombre le 10 mai lorsque ma femme a laissé notre fille mettre la main sur ses médicaments psychiatriques. Nous avons dû appeler le centre antipoison et lui rincer la bouche pour nous assurer qu'elle allait bien. Malgré tout cela, ma femme a demandé à mon père, qui était déjà en Californie, de surveiller notre fille pour qu'elle puisse avoir un peu de temps pour elle. Elle est partie vers 9 h du matin et n'est revenue qu'à minuit. Je ne le savais pas, mais elle passait sa journée avec mon ami Bob, qui habitait à 2 heures de là. Leur liaison émotionnelle est devenue physique ce jour-là. Le lendemain, mon père a décidé de partir, me laissant dans une situation difficile. Je n'avais pas de travail, je n'avais pas la garde de mon enfant, et mon père n'était pas là pour me soutenir. Ma femme avait notre voiture en Californie, et je n'étais même pas le propriétaire comme je le pensais. Pour couronner le tout, j'ai dû payer les honoraires de mon avocat avec une carte de crédit. Mais il y avait un rayon de soleil dans tout ça. Grâce aux lois sur la garde d'enfants, c'était l'Illinois, pas la Californie, qui était responsable de déterminer la garde de notre fille de 14 mois. Cela signifiait que ma femme devrait se rendre au tribunal et convaincre les autorités de lui permettre de déménager avec notre fille en Californie. En attendant, mon avocat était assez confiant que nous pourrions obtenir la garde exclusive. Ma future ex-femme voulait se réconcilier, mais je ne lui parlais pas du tout. Elle insistait en disant qu'elle n'avait jamais voulu divorcer et que j'étais allé trop loin. Elle a même contacté mon père et lui a dit que si nous arrangions les choses, je devrais retirer mon nom du titre de propriété de la maison en Californie pour qu'elle en ait la pleine propriété. Elle a dit que sa mère me détesterait toujours car elle pensait que j'étais une personne terrible, mais elle espérait que je viendrais à Los Angeles pour que nous puissions arranger les choses. Cependant, elle refusait de revenir à Chicago à moins que je ne mette fin à la procédure de divorce. Honnêtement, je n'avais aucune intention de me réconcilier avec elle. Le plus difficile dans tout ça était que je ne pouvais pas me résoudre à pleurer. Je voulais vraiment tout laisser sortir, mais à chaque fois que je sentais les larmes arriver, je me sentais coupable de m'être retrouvé dans cette situation. Si je n'avais pas contacté Bob, peut-être que ma femme ne m'aurait pas trompé comme elle l'a fait. Ce qui était encore pire, c'est que je savais qu'elle l'avait fait pour me faire du mal. Elle connaissait l'histoire entre Bob et moi et a délibérément choisi d'avoir une liaison avec la seule personne qui pouvait porter un coup aussi dévastateur à ma confiance en moi. Je me sentais vraiment au plus bas, mais je savais que je devais continuer à avancer. J'ai commencé à chercher un travail et à essayer de trouver un endroit où vivre. Je me suis aussi concentré sur passer autant de temps que possible avec mon fils, qui vivait toujours avec sa mère. Ce n'était pas facile, mais j'étais déterminé à surmonter cela et à en ressortir plus fort de l'autre côté. Un jour, alors que je cherchais du travail, j'ai croisé un vieil ami du lycée. Nous avons commencé à discuter, et il m'a mentionné qu'il travaillait comme géomètre. Je n'avais même jamais entendu parler de ça auparavant, mais il m'a expliqué que cela impliquait de sortir sur le terrain et de mesurer les terres pour créer des cartes et des limites. Cela semblait assez intéressant, et j'avais toujours aimé être en plein air, alors je lui ai demandé s'il pensait que j'y serais doué.
Il m'a dit qu'il pensait que je serais excellent et a proposé de parler en bien de moi à son patron. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'entreprise et ils m'ont offert un emploi. J'étais ravi. Ce n'était pas seulement un salaire régulier, mais c'était aussi quelque chose qui m'intéressait vraiment. Vers la même époque, j'ai trouvé un petit appartement que je pouvais me permettre et j'ai commencé à m'installer dans ma nouvelle vie. Je faisais toujours face aux conséquences du divorce et de la bataille pour la garde, mais je me sentais plus optimiste que depuis longtemps. Au fil des mois, j'ai commencé à exceller dans mon travail et j'ai même obtenu une promotion. Je passais également plus de temps avec mon fils et nous tissions des liens d'une manière que nous n'avions jamais eue auparavant. Je faisais toujours face à la douleur de la trahison, mais je commençais à guérir. Finalement, la bataille pour la garde a été résolue et on m'a accordé la garde exclusive de ma fille. C'était un immense soulagement et j'étais ravi de l'avoir à plein temps dans ma vie. Mon ex-femme vivait toujours à Los Angeles, mais j'étais content de tourner la page et de me concentrer sur mes enfants. Avec le recul, je n'aurais jamais pu imaginer que ma vie prendrait un tel tournant dramatique. Mais même si c'était incroyablement douloureux, j'étais reconnaissant pour les leçons apprises et la croissance vécue. J'étais une personne plus forte, plus résiliente, et je savais que je pouvais affronter tout ce que la vie me réservait. Voilà qui conclut notre premier récit. Mais ne partez pas, car nous en avons un autre qui arrive tout de suite. Basé sur une histoire vraie. Bon, écoutez, le passé peut revenir vous hanter de façon auquel vous ne vous attendiez jamais. Quand j'ai passé l'alliance avec ma chère Chloé en 2014, je pensais l'avoir totalement cernée. Nous étions ensemble depuis 3 années incroyables, avions 2 adorables marmots, un garçon de 4 ans et une fille d'1 an, et la vie semblait plutôt parfaite. Mais voilà que l'amie de toujours de Chloé, Diana, a lâché une bombe qui a remis en question tout ce que je croyais. Diana était l'amie fidèle de Chloé, le témoin de notre mariage, et même la marraine de notre petit garçon. Bref, il y a eu un petit drame entre le frère de Diana et l'un des collègues de travail de Chloé. Selon ma femme, le frère de Diana n'a pas supporté que cette collègue soit une femme forte et a agi comme un imbécile. Je ne connais pas toute l'histoire du point de vue de Diana, et franchement, ça m'importe peu. Mais leur amitié est en péril en ce moment. Ainsi, ce matin, Diana m'envoie un message en me disant qu'elle a des révélations sur le passé de Chloé que je devais entendre. Elle me dit « Tu es un type formidable, tu ne mérites pas ça ». Je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je l'appelle immédiatement, exigeant de savoir ce qui se trame. Et là, Diana balance tout. Il s'avère que mon grand frère Léo et ma femme avaient une histoire depuis des années avant même que je la rencontre. Je n'avais aucune idée qu'ils se connaissaient. Diana affirme que Léo était celui qui était passé entre les doigts de Chloé, mais qu'il ne cherchait que des relations physiques et ne voulait rien de sérieux. Tout cela se serait apparemment déroulé entre 2005 et 2010. Et voilà le coup de théâtre. Chloé et moi nous sommes rencontrés lors de la fête de Noël de mon cousin en décembre 2010. Et figurez-vous que Diana pense que Chloé n'a commencé à sortir avec moi que parce que je ressemble à Léo, et que j'étais juste une sorte de lot de consolation. Vous imaginez ça? Alors, écoute ça, après avoir demandé le numéro de Chloé, elle a apparemment appelé Léo et lui a dit qu'elle allait commencer à me fréquenter, et lui a demandé de garder leur histoire secrète. Léo a accepté car il se sentait coupable d'avoir fait espérer Chloé pendant si longtemps, et il avait une nouvelle femme dans sa vie de toute façon. En repensant à ces réunions de famille, je me souviens que Chloé et Léo discutaient toujours et riaient ensemble. Et Léo était toujours si encourageant envers nous, me disant même « Ne laisse pas filer celle-ci, mec ». Diana se sentait mal d'avoir tout révélé maintenant, surtout avec nos 2 petits dans l'équation. Elle espère que je pourrai lui pardonner et que nous resterons amis. Je lui ai dit que j'apprécie son honnêteté et que tout va bien entre nous. Nous avons convenu de nous retrouver plus tard. En ce moment, je ne peux pas parler à qui que ce soit de ce désordre. Mon psy est en vacances, et mes frères et mes parents pensent que Chloé est parfaite, donc ils me diraient juste de faire avec. La plupart de mes potes sont aussi proches de Chloé. Mais au fond de moi, je bouillonne. Si j'avais su qu'elle était l'ex de mon frère,
je ne l'aurais jamais approché, encore moins lui aurais passé la bague au doigt et eu 2 enfants. Je me demande si les 10 dernières années de ma vie ont été un mensonge. Je ne pense pas qu'elle ait une liaison avec mon frère. Il est pilote, vit à 6 heures d'ici, et semble aimer sa femme, autant que je sache. En plus, c'est mon demi-frère, et nous n'avons jamais été très proches. Pourtant, je l'ai toujours admiré. Il était fort, intelligent, et a toujours été là pour moi. Les derniers jours ont été fous, laisse-moi te dire. D'abord, j'ai discuté avec mon frère de son passé avec ma femme. Il n'a pas dit grand-chose quand il a vu à quel point j'étais furieux lors de notre appel Zoom. Il a juste mentionné qu'il m'avait rendu service en gardant mon ex, que apparemment tout le monde dans la famille détestait, loin de nous. J'étais perdu et j'ai demandé plus de détails, mais il n'a rien donné de concret. Il a dit qu'il n'était plus intéressé par ma femme après le début de notre relation et m'a conseillé de lui parler à elle. Puis il a simplement raccroché avant que je puisse demander quoi que ce soit. Peu de temps après, ma femme m'a envoyé un message disant qu'elle était en route pour me parler. Apparemment, Léo l'avait appelée et lui avait tout raconté. En effet, elle est arrivée en larmes. Je ne pouvais pas dire si c'était sincère ou si elle jouait la comédie. Au lieu de s'excuser, la première chose qu'elle a demandé était « Qui t'a dit ?» J'ai dit que cela n'avait pas d'importance, mais elle a insisté pour dire que si c'était Diana, je ne devais pas croire un mot de ce qu'elle disait car Diana la détestait maintenant. Je lui ai demandé pourquoi Diana la détestait, et c'est là qu'elle a révélé ce qui s'était passé entre elles. Bon, voilà le potin. Le frère de Diana aurait apparemment offensé l'un des collègues de Chloé pendant qu'ils étaient occupés, si tu vois ce que je veux dire. Et Chloé a dit aux collègues de tout rapporter à la police. À cause de cela, l'ex du frère de Diana a utilisé le rapport pour obtenir la garde exclusive de leurs enfants. Maintenant, Diana risque de ne pas voir ses neveux et nièces avant qu'ils ne soient adultes. Il y a quelques jours, Diana et ses frères et sœurs ont essayé de confronter le collègue sur le lieu de travail de ma femme, mais la sécurité les a expulsés. Maintenant, je n'étais pas au courant de la plupart de ces choses car ma femme loge chez sa sœur depuis avril, et elle ne m'a pas tout dit au téléphone. Quand je lui ai demandé pourquoi elle m'avait tenu dans l'ignorance, elle a dit qu'elle avait peur que je prenne parti pour Diana car je suis proche de la famille de Diana, ce qui est vrai, et elle pensait que j'allais être en colère contre elle. Je lui ai dit franchement que si le collègue avait vraiment été lésé, je n'aurais pas réagi de cette façon. Après nous être assis et qu'elle ait préparé du café, elle a commencé à me raconter son côté de l'histoire. Il s'avère qu'après notre première rencontre, quand elle a découvert que j'étais le frère de Léo, elle l'a contacté pour en savoir plus sur moi. Ma femme a dit que c'était l'idée de Léo de garder leur passé secret car il pensait que je ne l'aurais pas fréquenté si j'avais su leur histoire, ce qui est tout à fait exact. Elle a aussi révélé que lorsqu'elle avait des doutes à propos de nous après notre 4e ou 5e rendez-vous, elle a appelé Léo et lui a demandé comment rompre avec moi sans briser mon âme. C'est Léo qui l'a convaincu de me donner une autre chance. J'étais abasourdi qu'elle ne m'ait jamais parlé de ses doutes lorsque nous avons commencé à nous fréquenter. Je lui ai demandé comment Léo l'avait persuadé, et Chloé a dit que Léo avait partagé quelques histoires loufoques à mon sujet quand j'étais enfant et l'avait convaincu qu'elle ne trouverait pas un gars décent comme moi de nos jours. Alors, après toutes ces révélations fracassantes, j'ai demandé à ma femme si je n'étais que la 2e option pour Léo et si elle s'était contentée de moi. Elle a avoué qu'au départ, elle avait commencé à sortir avec moi parce que je ressemblais à Léo, mais qu'elle était restée avec moi à cause de la personne que je suis. Ensuite, je l'ai interrogée sur pourquoi elle ne m'avait jamais rien dit de tout cela au cours des 10 dernières années. Elle a dit que rien de tout cela n'avait d'importance et n'aurait eu d'importance si Diana n'avait pas mis son grain de sel. Entendre cela m'a mis hors de moi, et elle a carrément admis qu'elle aurait continué à cacher la vérité. Mais quand elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes, j'ai réussi à garder mon calme et à ne pas exploser. Elle avait l'air si fragile, et ses excuses constantes ne faisaient que me faire me sentir encore plus mal. Après s'être ressaisi, je lui ai dit que ses paroles ne m'avaient pas vraiment rassuré, et que j'avais toujours l'impression que Léo avait toujours plané sur notre relation. Cela l'a fait éclater en sanglots à nouveau, me suppliant de lui pardonner et me professant son amour pour notre famille et moi.
J'ai demandé un peu de temps pour moi, et elle est retournée chez sa sœur où se trouvaient les enfants. En partant, elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle m'aimait et qu'elle reviendrait plus tard. Elle a essayé de me donner un baiser d'adieu, mais je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Je me sentais mal car c'était la première fois que je refusais un baiser de sa part. Quoi qu'il en soit, au cours des jours suivants, tous les amis et la famille de ma femme m'ont contacté pour me donner une bonne leçon. Même sa sœur, qui venait d'accoucher, m'a dit qu'elle avait toujours su que je n'étais pas à la hauteur pour sa sœur et qu'elle trouverait un avocat en divorce de premier ordre. Sa prétendue nouvelle meilleure amie, qui était autrefois la deuxième meilleure, m'a également appelé et traité d'idiot d'avoir cru Diana, me mettant en garde qu'elle allait ruiner ma vie. Même si j'ai essayé d'éclaircir les choses en disant que je n'avais rien à voir avec Diana, elle n'a pas écouté et a même souhaité que j'attrape le VIH de Diana. Fou, non? Je devrais mentionner que Diana ne s'est jamais donné la peine de me rappeler après avoir tout révélé. Ensuite, Léo a eu l'audace de me rappeler, me disant de ne pas être idiot. Eh bien, cette conversation s'est rapidement transformée en dispute car je ne supporte pas ce spécimen avec sa vie apparemment parfaite. Quant à ma femme, elle ne s'est même pas donné la peine de m'appeler. À la place, elle m'a envoyé un SMS disant qu'elle reviendrait lundi matin avec les enfants et que nous pourrions continuer à discuter. Je lui ai dit que j'étais furieux que tous ceux qu'elle connaît m'aient insulté. Et elle a justifié cela en disant qu'elle devait partager quelque chose car elle ne pouvait pas arrêter de pleurer. Je n'ai pas répondu après cela. C'est tout. J'ai entendu le point de vue de ma femme, et honnêtement, c'est encore pire que quand je l'ai entendu pour la première fois de la bouche de Diana. Ces 2 derniers jours, j'ai noyé mon chagrin avec mes potes, en buvant et en essayant de me distraire. Ils ont même suggéré de se venger de Diana, mais je ne descendrai pas aussi bas. Je me sens juste comme une coquille vide. J'ai toujours voulu être pilote comme Léo, mais je n'ai pas réussi l'examen médical. Je déteste mon travail de comptable, et pour couronner le tout, je vis dans un appartement exigu avec une femme qui, au fond d'elle, aurait préféré être avec mon frère réussi dès le début. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que j'ai l'impression que ma femme ne m'a rien appris que je ne savais déjà. Tout ce qu'elle a fait, c'est s'excuser et pleurer. Je méritais mieux que ça. Mise à jour, j'ai décidé de demander le divorce. J'ai essayé de pardonner à la fois à ma femme et à mon frère, me disant que tout cela s'était passé avant même que je n'arrive dans l'histoire. Nous sommes même allés en thérapie de couple, et j'ai suivi une thérapie individuelle aussi, mais rien ne semblait fonctionner. Je n'arrive tout simplement pas à dépasser la tromperie et les mensonges qu'ils m'ont lancés. Drôle de situation, Chloé a en fait avoué qu'elle voyait ce jour arriver. Elle ne pensait pas que cela se ferait par l'intermédiaire de son ex-meilleure amie Diana, mais elle a reconnu avoir construit notre mariage sur un mensonge, prétendant qu'elle n'avait pas couché avec le frère de son mari pendant des années avant de me rencontrer. J'ai vraiment tout donné, les gars. Vraiment tout. Nous avons une fille de 4 ans et un fils délicat d'1 an qui a passé beaucoup de temps en néonatologie après sa naissance. Vont-ils me reprocher dans 20 ans de ne pas avoir réussi à surmonter cela? Vont-ils finir par lutter contre une obsession ou quelque chose à cause d'un foyer brisé? C'est un poids lourd à porter. Quoi qu'il en soit, ma femme est retournée chez ses parents, et même ses parents m'ont appelé en me suppliant de leur pardonner. Je savais depuis le début l'implication de mon frère. Je les ai rassurés en leur disant que ce n'était pas de leur faute mais celle de leur fille, et je leur ai souhaité bonne chance. Nous n'avons pas encore établi de garde pour les enfants, mais je les prends dès que je le peux. J'ai également demandé à mon frère de me laisser de l'espace pour les prochaines années pendant que j'essaie de me remettre. Il a dit qu'il le ferait, mais pas sans ajouter que je finirais seul et regretterais cette décision jusqu'à mon dernier souffle ou quelque chose comme ça. Voilà la situation, les gens. Ah, au fait, j'ai couché avec Diana il y a 2 jours. Mais tout va bien car j'ai découvert que mon ex-femme a également commencé à coucher avec quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, le coup d'un soir avec Diana était vraiment, vraiment mauvais. Je pense même qu'elle a simulé son orgasme. Elle veut partir en vacances avec moi le mois prochain, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée.